Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Nous parlerons culture. Le peuple minant va célébrer pour la 6e fois le Bakatoué à Nazan, une fête traditionnelle et un rite identitaire de la communauté Adjigo et alliés. Le lancement a été fait dans la matinée de ce lundi. Le reportage à suivre dans un instant. Puis des efforts se poursuivent en ce qui concerne l'accès à l'eau potable dans la région septentrionale du pays. De nouveaux chantiers d'extension du réseau d'eau dans cette région viennent d'être officiellement lancés. Nous ferons le point. À l'international au Gabon, tout vote pour un député local serait automatiquement un vote pour le candidat présidentiel de ce député. C'est la nouvelle disposition annoncée par la commission électorale du pays, décision face à laquelle le candidat commun de l'opposition Ondo Ossa appelle au boycott des élections législatives. Ahmed Douma, poète et figure de l'opposition égyptienne, a finalement retrouvé sa liberté ce week-end. Ceci suite à une grâce du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. L'ex-détenu était enfermé depuis 2013. C'est tout pour les grandes lignes de ce soir. Restez avec nous. Les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue. Le peuple minant s'apprête à célébrer la 6e édition de sa fête traditionnelle Bakatoué à Nazan, un rite identitaire de la communauté Adjigo et alliés. La cérémonie de lancement de l'édition de cette année s'est déroulée dans la matinée de ce lundi à Nglessi, plus précisément à Anéro. Le compte rendu de Bernard Canvi et d'Alain Akoucha. On ne peut pas décréter l'identité, voire la culture de quelqu'un. L'on est quelque part porté par une identité et une culture que l'on ne change pas chemin faisant. Ce message interpelle encore une fois cette année le peuple mina qui se prépare à célébrer sa fête traditionnelle Bakatoué à Nazan. L'édition 6 de cette célébration est lancée ce lundi au Palais Royal de Nglessi à Anéro à travers une conférence-échange qui a rassemblé les filles et fils de la communauté Adjigo et alliés et les hauts dignitaires du trône royal. Vous savez que nos ancêtres ont quitté Elmina et par la mer et sont venus accoster ici, ils sont installés ici. Donc pendant longtemps, nous avons dans le milieu vécu ensemble, donc on avait une fête dans l'ensemble, mais il s'est fait qu'avec le temps, on voudrait quand même nous distinguer un peu comme les autres font dedans pour savoir ce que nos aïeux font. Donc nous avons fait le pas la dernière fois en juillet de cette année pour aller encore à Elmina, apprendre encore quelque chose et venir ajouter. Donc c'est ça que nous appelons sur les traces de nos ancêtres. Comment ils sont arrivés ici, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, ils disent qu'ils font action de grâce, c'est-à-dire ils donnent à manger aux divinités de la mer, du fleuve. Et chaque fois, nous nous sommes dit, bon, écoutez, on va faire la même chose parce qu'il faut s'identifier à travers sa tradition. Si vous restez comme ça dans la vie, on vous demande, mais vous venez d'où, vous êtes des mines, qu'est-ce qu'on fait là-bas, vous ne connaissez pas, non. C'est pourquoi nous voulons quand même nous remettre sur les traces de nos ancêtres. L'occasion a permis aux hauts dignitaires du trône royal de faire encore une fois l'historique des peuples fanti. Nous allons graduellement, ça fait notre 6e édition, ce qui est fait pendant plus de 5 siècles à Elmina, on ne peut pas le transposer directement ici, en 1 an ou 2 ans. Donc, les années passées, il y avait la procession qu'on faisait avec des discours. Cette année, nous nous sommes dit que, bon, voilà, la mer et le fleuve, on va essayer de nourrir cela. Comment ça se fait à Elmina? Nous avons appris cela et c'est ça que nous allons introduire dans le milieu. Donc, la nouveauté, c'est ça. C'est-à-dire que faire des cérémonies à l'embouchure, c'est-à-dire là où le fleuve et la mer se joignent, et que nous appelons Bakatoué. Donc, c'est là où cette cérémonie aura lieu. Bakatoué à Nazan est un rite identitaire de la communauté Adjigo et alliés. L'édition de cette année qui tourne autour du thème « Sur les traces de nos ancêtres » sera célébrée le 16 septembre prochain à Anéro à Pounoupa. Une célébration qui rassemblera entre autres les Mina d'Anéro, d'Agokbame, d'Agbanakin, Djeta, John de Kondi, Fiokondi ou encore de Goumou-Kopé. De nouveaux chantiers d'extension du réseau d'eau dans la partie septentrionale du Togo viennent d'être officiellement lancés. Ceci s'inscrit au rang des initiatives ayant pour objectif de satisfaire les besoins de base de la population et de renforcer sa résilience face à la crise sécuritaire de plus en plus grande. Les détails de Kofi Kligé, Promis Pomegbe et Ange Sena.
Plusieurs initiatives ont été mises en place dans la perspective de renforcer les infrastructures et services de base et accroître la résilience des populations de la région des Savanes, subissant depuis novembre 2021 des pressions sécuritaires dues à des incursions terroristes. Dans le cadre du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU, financé à hauteur de 2,3 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, les travaux d'extension du réseau d'eau potable de la ville de Dapaon et d'adduction d'eau potable de Naki Est viennent d'être officiellement lancés. Ces travaux, qui devront durer 6 mois, permettront de déployer dans la ville de Dapaon un réseau d'eau de 40 km dans 10 quartiers au bénéfice de 2500 personnes. 4 forages, un château d'eau et 33 bornes fontaines seront installées pour environ 5000 personnes à Naki Est. Et au tout, s'ajoutent d'autres travaux de construction de voiries et d'aménagement des rues. Pour rappel, l'objectif des autorités togolaises est d'atteindre d'ici 2025 un taux d'accès à l'eau potable de 85% au plan national, avec 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain, 75% en milieu urbain et 80% dans le Grand Lomé. Toute autre actualité dans cette édition, alors qu'une rencontre a eu lieu entre une délégation de la CEDEAO et les membres de la junte militaire au pouvoir au Niger, la réaction de l'institution sous-régionale face aux déclarations du général Tiani pourrait encore compliquer davantage les négociations. Les détails d'Harold Messan-Ato. Le plan de transition de 3 ans proposé par la junte militaire à la tête du Niger a été rejeté par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est ce qui ressort de la réaction d'Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO dimanche dernier, face au message du général Tiani. Le Niger, qui vit depuis le 26 juillet sous un régime militaire, attire les regards des pays étrangers et de la sous-région. Alors que la menace d'intervention de la CEDEAO, qui se dit toujours ouverte à la diplomatie, tout en annonçant la mise en place effective de ses forces armées, fait toujours débat, une délégation de l'institution s'est présentée devant les autorités nigériennes samedi dernier. Cette délégation, arrivée à Niamey, a été accueillie à l'aéroport par le Premier ministre Mahaman Lamine Zen et a pu rencontrer le président Bazoum et juger de ses conditions de détention avant de s'entretenir avec les membres de la junte. Cette rencontre a permis au général Tiani de passer un message à la CEDEAO. Ce dernier a demandé une transition de 3 ans pour permettre au CNSP et au gouvernement de mettre sur pied les réformes à faire et éradiquer le djihadisme qui crée l'insécurité au Niger et a condamné les sanctions de la CEDEAO. Alors que la population nigérienne semble en faveur de la décision, la réponse de la CEDEAO pourrait encore une fois compliquer les discussions que les autorités togolaises tentent de favoriser. Actualité au Gabon, aussitôt désigné candidat de l'opposition politique aux prochaines consultations électorales présidentielles, Ondo Ossa appelle le peuple gabonais à boycotter les prochaines élections législatives. Une réaction en réplique à une nouvelle disposition annoncée par la commission électorale gabonaise et qui stipule que tout vote pour un député local serait automatiquement un vote pour le candidat présidentiel de ce même député. Les explications. C'est Ondo Ossa qui sera le porte-étendard de l'opposition gabonaise lors de la présidentielle du 26 août. Il a appelé dimanche au boycott des législatives prévues le jour même de la présidentielle. Le candidat de l'opposition a présenté sa vision lors d'un rassemblement à Libreville. D'abord, pour rendre justice. Je suis là pour vider l'injustice. Je suis là pour vous tous. Je suis là pour les affamés, je suis là pour les mal logés, je suis là pour les non logés, je suis là pour les veuves, je suis là pour les orphelins, je suis là pour les maltraités. Samedi, il affrontera dans les urnes Ali Bongo Ondimba au pouvoir depuis 2009. Après 14 ans de règne, des Gabonais expriment leur soif de changement. En 2009, quand le président Ali Bongo arrive au pouvoir,
il nous donne un espoir. On va changer le pays et tout. Mais on constate que depuis plus de 2 mandats qu'il a fait, donc les 14 ans qu'il a fait au pouvoir, rien n'a changé. Donc nous sommes pour l'alternance et le changement pour maintenant. Moi, c'est pour le changement et c'est la raison pour laquelle le 26, je vais aller voter pour M. Ondosa pour qu'il y ait un changement, pour qu'on puisse mettre fin à ce système corrompu. Ali Bongo avait succédé à son père Omar Bongo Ondimba en 2009. Lancé en janvier, Alternance 2023 veut mettre fin au long règne des Bongo au Gabon. Emmerson Mnangagwa, l'actuel président zimbabwéen, songerait-il déjà à un 3e mandat présidentiel, même sans avoir déjà remporté les prochaines élections pour un second quinquennat? En tout cas, l'inquiétude trouve réponse affirmative au sein de certains observateurs politiques du pays. Les explications. Les Zimbabwéens se rendent aux urnes mercredi à la faveur du double scrutin législatif et présidentiel. En cas de victoire, Emmerson Mnangagwa, candidat à sa propre succession, entamera le dernier quinquennat à la tête de son pays selon la Constitution. Mais dans son cercle, la tentation du 3e mandat est grande. Vous avez quelqu'un qui a été la doublure politique de Robert Mugabe, donc toutes les choses négatives que vous pouvez dire sur la politique zimbabwéenne, Mnangagwa a grandi avec ce système et maintenant qu'il est au pouvoir et qu'il a l'armée, il va utiliser les mêmes mauvaises tactiques pour s'accrocher et rester au pouvoir. Mnangagwa ne représente donc pas le changement et s'il s'accroche au pouvoir, c'est parce qu'il connaît toutes les ficelles du métier du point de vue de la scène politique et qu'il utilisera l'État, il utilisera toutes les armes pour rester au pouvoir. 6 ans après son arrivée au pouvoir, le tombeur de Robert Mugabe peine à remettre sur les rails l'économie du Zimbabwe sous sanctions occidentales depuis 2 décennies. Lorsqu'ils l'ont placé au pouvoir, le Zimbabwe a poussé un soupir de soulagement. En fait, l'économie semblait évoluer. Certaines sanctions semblaient devoir être levées, mais le changement que le Zimbabwe attend sur le plan économique, on dit qu'il s'agit d'un changement macroéconomique à long terme. Il faudra attendre la fin du mandat de Mnangagwa pour effacer une partie des dégâts économiques que le Zimbabwe a subis. Sur le plan diplomatique, voulant se démarquer de son prédécesseur, Emmerson Mnangagwa a opté pour l'apaisement avec les Occidentaux. Il y a des choses qui ont changé, en particulier un temps réconciliateur et moins conflictuel. Mugabe était connu pour sa rhétorique de confrontation. Gardez votre Grande-Bretagne, je garderai mon Zimbabwe. Le Zimbabwe ne sera jamais une colonie. Et il a même transformé toute une élection en un scrutin anti-Blair. Ce type de rhétorique a donc disparu. Mnangagwa s'occupe de consolider son pouvoir plutôt que de se quereller sur la scène politique mondiale comme c'était le cas avec Mugabe. Pas de quoi convaincre les Occidentaux qui ont maintenu leurs sanctions. Les violations présumées des droits de l'homme sont passées par là. Et justement, la tenue des prochaines consultations électorales continue de susciter de vives craintes au sein de la population. Pour ce faire, de fidèles chrétiens ont tenu une séance de prière ce dimanche. L'objectif étant simple, obtenir des élections transparentes et apaisées. Dans cette église, située dans un quartier d'Harare, de nombreux Zimbabwéens sont venus prier comme d'habitude. Mais à l'approche de l'élection présidentielle prévue mercredi, la politique s'est invitée dans la religion. Les fidèles espèrent que le scrutin se déroulera dans le calme. Pour que nous puissions prospérer dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de la main de Dieu, même pour notre vie sur le plan matériel. C'est pourquoi nous encourageons notre peuple à travailler dur avec ses mains, à faire quelque chose, à ouvrir des entreprises, des projets, tout ce qui peut améliorer leur vie. C'est ce que nous encourageons notre peuple à faire. Le pays a une longue histoire d'élections contestées et marquée par la violence. Et certains craignent une répétition de 2018, lorsque l'armée a ouvert le feu sur des manifestants de l'opposition, tuant 6 personnes. Nous prions simplement pour la paix dans notre nation. C'est notre prière la plus chère. Le point le plus important, la paix, qui doit prévaloir dans notre nation. J'espère simplement que nous pourrons avoir la paix dans notre pays.
Le scrutin opposera le chef de l'opposition Nelson Chamisa, avocat et pasteur de 45 ans, au président sortant Emmerson Mnangagwa, 80 ans, et surnommé le crocodile. Nous partons pour le Soudan à présent où la situation sécuritaire se détériore davantage. Les conflits entre forces armées soudanaises et forces paramilitaires ne cessent de gagner du terrain. De nouvelles villes, notamment El Fachar et El Foula, toutes deux situées dans le Kordofan ouest, sont désormais touchées par les affrontements. Le compte rendu. Longtemps concentrés à Khartoum et à certaines villes du Darfour, les combats qui ont lieu au Soudan depuis environ 4 mois ont gagné d'autres régions du pays. Une situation particulièrement préoccupante sur le plan humanitaire. Nous appelons nos partenaires et nos donateurs à répondre aux besoins concrets des gens qui souffrent dans le pays. La situation se détériore et ils ont besoin d'une aide d'urgence. La solidarité et la générosité internationale sont donc absolument nécessaires. Et comme nous l'avons vu lors du conflit en Ukraine, le monde peut s'unir massivement. Tout le monde peut s'unir pour aider des millions de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je pense que nous avons besoin du même type de solidarité pour le Soudan. Au-delà des frontières soudanaises, les humanitaires tirent également la sonnette d'alarme, même si la situation semble s'améliorer dans le nord du pays, près de la frontière avec l'Égypte. Le fonctionnement de la frontière du côté égyptien est beaucoup mieux organisé aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Par ailleurs, le nombre de personnes qui fuient et traversent la frontière n'est pas le même. On m'a dit qu'il y en avait entre 400 et 600 par jour maintenant, alors qu'il y en avait des milliers au début. Par rapport aux premiers jours des combats, dans un environnement où il était difficile de gérer le flux d'un si grand nombre de personnes, il semble donc que les choses soient beaucoup mieux organisées aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai vu et j'ai entendu des gens qui ont traversé la frontière. Il semblerait qu'il y ait une longue file d'attente de l'autre côté de la frontière pour passer. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée soudanaise et les paramilitaires a poussé plus de 4 millions de personnes à fuir et fait près de 4000 morts, selon un bilan de l'ONG ACLED. Et cette actualité dont on parlait à l'entame de cette édition, arrêté puis enfermé depuis 2013 pour violences faites lors des manifestations, Ahmed Douma, poète et figure de la révolution de 2011 en Égypte, a finalement retrouvé sa liberté ce week-end suite à une grâce du chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Cependant, l'ex-détenu dit n'être heureux qu'une fois tous les activistes détenus libérés. Ahmed Douma, figure de la révolution de 2011 en Égypte, a été libéré samedi après une grâce du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi. Douma est l'un des fondateurs du 6 avril, mouvement qui a joué un rôle clé dans la révolte ayant renversé Hosni Moubarak. Il purgeait depuis 2013 une peine de 15 ans de prison pour violence lors de manifestations. Malgré son sourire à sa sortie de prison, Ahmed Douma attendra que soient libérés tous les prisonniers d'opinion avant de pouvoir jubiler. Après 10 ans de prison, j'aimerais pouvoir dire que je suis heureux d'avoir été libéré. Mais je reporte toute célébration jusqu'à ce que tous les activistes soient libérés. Depuis sa prison où il était placé à l'isolement, ce poète de 37 ans avait publié un recueil intitulé Curly, à partir de morceaux de papier transmis discrètement à ses avocats. Publié en 2021, ce livre a rapidement été censuré pour raisons de sécurité. La décision de libérer Douma a fait la différence dans cette marche difficile pour la libération des prisonniers d'opinion, car elle reflète les défis auxquels nous avons été confrontés dans ce type de dossier, et je considère qu'il s'agit d'une étape très importante. Je remercie profondément le président de la République et je l'invite à poursuivre dans cette voie jusqu'à ce que tous les prisonniers d'opinion en Égypte soient libérés. Cette nouvelle grâce intervient alors que le Caire a ouvert un dialogue national censé discuter des sujets qui fâchent dans ce pays de 105 millions d'habitants, en pleine crise économique et où l'opposition est muselée depuis une décennie. Dans ce contexte, les grâces présidentielles relancées en 2022 se sont multipliées. C'est sur cette information que se referme donc cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles aux différents programmes de la 7. Portez-vous bien et d'ici là, prenez soin de vous.